Tout de suite, magazine. La levée de l'état d'urgence sanitaire annoncée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le 21 juillet 2020, était d'un immense soulagement pour la population congolaise, surtout ceux dont la vie a été affectée par ces pandémies. Est-ce que cette levée d'état d'urgence est-elle à point nommé, arrive-t-elle à point nommé, alors que la République démocratique du Congo compte à ce jour près de 9000, voulais-je dire, de personnes contaminées. Nous allons en parler dans cette émission, je ne suis pas seule. Nous recevons pour vous Jordi Kingayo et moi, avec qui nous co-présentons cette émission. Bonjour Jordi. Nous recevons pour vous le docteur Michel Mouvoudi. Le docteur Michel Mouvoudi n'est plus à présenter sur les plateaux des télévisions. Vous le connaissez. Pour ceux-là qui nous rejoignent et qui ne le connaissent pas, il est médecin spécialiste en santé publique d'abord, et puis membre de l'équipe de la riposte contre la Covid-19. Bienvenue sur le plateau des télévisions, docteur. Merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir reçu chez vous. Encore une fois de plus, c'est un plaisir. Docteur, d'entrée de jeu, la première question qui me vient à l'esprit, après la levée de l'état d'urgence annoncé par le président de la République le 21, quelle est la situation de la pandémie ici en République démocratique du Congo? C'est quoi l'évolution? Merci beaucoup, madame. Alors, quand vous parlez de l'évolution, j'aime toujours parler de la dynamique. D'où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on est. Pour votre information, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on a une augmentation du nombre de cas. Je pense que vous lisez le bulletin qui est partagé par le secrétariat technique. Chaque jour, nous enregistrons de nouveaux cas. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque jour, nous avons des contaminations. C'est ce qu'il faut savoir. Et quand nous allons aborder les questions opérationnelles et techniques en rapport avec la levée de l'état d'urgence, justement, la question c'est de se poser pourquoi est-ce qu'on lève cet état d'urgence dans une situation où la pandémie augmente. D'accord? Jusqu'aujourd'hui, on enregistre de cas. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est qu'en fait, le nombre de provinces augmente. Il y a peu, on parlait de 3-4 provinces. Aujourd'hui, on a plus de 10 provinces touchées. OK? Encore une fois de plus, sur le plan spatial, on se rend compte que la pandémie continue. Et ça, l'OMS l'a répété. La pandémie s'accélère à travers le monde, la pandémie s'accélère à travers l'Afrique. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, qui est quand même un message de réconfort, c'est qu'en fait, quand vous regardez aujourd'hui en termes de nombre de guérisons, on en a beaucoup. Il y a peu, on avait sur l'ensemble de cas moins de 20% de guéris. Aujourd'hui, on commence à carrément aller vers les 5000 cas guéris. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a des raisons et c'est l'occasion pour moi de remercier, de féliciter toutes nos équipes qui sont sur terrain, dans les hôpitaux, et qui font un travail de titan, malgré les conditions très limitées qu'on a sur terrain. Et le dernier message, je pense qu'en termes de mortalité, nous déplorons quand même autour de 200 personnes décédées. C'est beaucoup, mais en termes de taux, si vous comparez lorsque la pandémie avait commencé en République démocratique du Congo, il faut avouer quand même que le taux a sensiblement baissé. Aujourd'hui, on est autour de 2,5% de taux de létalité. C'est bon par rapport à 10% qu'on avait il y a 3-4 mois. Donc, il y a des progrès à ce niveau-là. Mais aussi, sur le plan de l'organisation de la riposte même, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus que l'INRB qui peut poser le diagnostic. On a pu décentraliser les points de diagnostic. Disons, grosso modo, qu'il y a quand même des évolutions qui sont en train de s'observer sur le point que je venais de vous dire. Mais, et là j'insiste encore une fois de plus, nous avons encore beaucoup de défis à relever et nous avons encore un long chemin à parcourir. Oui, beaucoup de défis à relever, docteur. Est-ce que ces décisions prises par le gouvernement tombent à point nommé? Alors, avant d'arriver à la levée de l'état d'urgence, je vais essayer de vous parler d'abord du confinement et du déconfinement de certaines parties du pays. Rappelez-vous, lorsque on a eu le tout premier cas en RDC, c'était la ville-province de Kinshasa qui était la première ville à être touchée. Le chef de l'État
par sagesse, et je pense qu'il avait très vite pris une mesure de mettre, si vous voulez bien, en isolement la ville-province de Kinshasa pour éviter que Kinshasa ne puisse infecter les autres provinces. Et je crois que cette décision a été salutaire et nous sommes restés comme ça pendant très longtemps sans voir l'épidémie aller dans tous les sens, dans toutes les provinces. C'est vrai qu'on a vu des provinces être affectées, pas seulement de Kinshasa, mais la plupart des provinces étaient principalement à cause des frontières. Donc on s'est dit quand même que Kinshasa ayant été l'épicentre de la maladie, parce que vous regardez, c'est la province la plus touchée, le fait de l'avoir mis en isolement a évité à ce que les autres provinces ne soient touchées à une grande vitesse. Ça, c'était très bien. Et on avait salué tous ces décisions du chef de l'État. On l'a fait au sein de Kinshasa, parce que quand on a regardé la carte sanitaire, on s'est rendu aussi compte qu'il y avait des points plus touchés que d'autres. Nous avons commencé à travailler sur la commune de la Gombe, tout en voyant comment il faut renforcer les mesures dans d'autres communes de la ville-province de Kinshasa. Ça nous a permis de ne pas aller trop vite dans la contamination. C'est vrai qu'on a eu une contamination qui était là, visible, mais qui n'a pas eu cette vitesse fulminante que les gens prédisaient. Moi, je me rappelle que les gens parlaient de 100 000 cas en RDC, dont la moitié à Kinshasa. Même l'OMS a prédit il y avait le pire, tout le monde. monde disait attention, le pire arrive, le pire arrive. Il faut avouer quand même qu'aujourd'hui, à 9 000 cas sur l'ensemble de la RDC, je crois qu'on ne va pas se féliciter, ça c'est clair, mais ça montre quand même qu'on a diminué certains dégâts, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour aller de l'avant. Ça c'est clair. Maintenant, vous avez compris tout de suite, par exemple, que le confinement avait des répercussions socio-économiques très graves. Vous avez une population qui vit dans le secteur informel, donc qui vit au jour le jour. Vous avez une population, notre pays, son économie dépend principalement de l'exportation, n'est-ce pas? Nous vivons principalement des échanges. Donc comprenez tout de suite que le fait d'avoir fermé les voies de communication, le fait d'avoir arrêté les échanges au niveau du pays, mais aussi entre le pays et d'autres pays extérieurs, ça a eu un impact sur l'économie du pays. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que vous avez vu que la plupart des pays ont commencé à réfléchir sur comment on assure l'équilibre entre la crise économique, socio-économique, et la crise sanitaire. Parce que si les gens ne meurent pas de la Covid-19, il faut éviter que les gens meurent d'autre chose. La famine peut tuer. La hausse de la criminalité venant de la crise peut aussi tuer. Donc il fallait justement cette balance-là. Ça, c'est vraiment le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous regardez la motivation pour laquelle la plupart des pays ont confiné, c'était aussi parce qu'on ne comprenait pas très bien la dynamique de la contamination. Comment le virus allait se propager. C'est un peu comme chez vous à la maison, vous entendez un bruit dehors, la sagesse obligera que vous puissiez d'abord rester vigilante, vérifier de quoi il s'agit, et en fonction de ça, vous allez prendre des attitudes. Si vous regardez par la fenêtre, vous voyez que c'est un bandit armé, vous n'allez pas avoir la même attitude que si vous remarquez que c'est l'enfant du voisin qui vient voler les mangues dans la parcelle. Vous comprenez? Donc au début, on ne savait pas très bien comment le virus allait se comporter. Donc la prudence obligeait qu'on stoppe un peu et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. Maintenant, avec la recherche, avec l'apprentissage, on sait au moins comment le virus se comporte. Et donc du coup, il fallait à un moment donné se dire, on lève cet état d'urgence, mais avec des mesures d'encadrement ou d'accompagnement. Vous l'avez vu, hein, nous ne sommes pas le seul pays à avoir pris ces décisions. Ces décisions étaient prises dans d'autres pays. La France, dans beaucoup de pays en Afrique, il y a beaucoup de recrudescence. Et justement, maintenant, la leçon que nous devons tirer, et là où nous devons faire attention, c'est de se dire, ok, nous lèvons cet état, le chef de l'État lève cet état d'urgence, nous ouvrons, n'est-ce pas, les espaces, les carrefours où les gens se rencontrent, mais comment nous faisons que nous ne puissions pas nous recontaminer, nous reconfiner comme on l'a vu au Madagascar par exemple. C'est ça. Donc en levant cet état d'urgence, moi je l'ai dit, en fait on nous lance un défi. Le défi, c'est dans le sens de dire on va être libre de mouvement, on va devoir être productif sur le plan économique, mais comment nous assurons qu'on ne se contamine pas et qu'on arrive à détériorer le système actuel qui est déjà très fragilisé par la propagation du virus. Donc ça, c'est la question de taille qu'il faut aborder à tous les niveaux. Oui, docteur, vous êtes spécialiste en santé publique. Aujourd'hui, comment combiner la santé publique et le développement social et le développement économique avec la Covid en place? Très bien. Alors, au niveau mondial, au niveau africain, au niveau pays, la RDC, on sait tous très bien que la Covid-19 a eu un impact sur le volet socio-économique. Le confinement, les malades déjà que vous avez, quand quelqu'un est malade, il ne peut plus produire. Le fait que
certaines grandes économies à travers le monde, à travers l'Afrique, ont été confinées. Si vous prenez les 3 grandes économies en Afrique, ce sont les pays les plus touchés. Vous avez l'Angola, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Nigeria. Au niveau mondial, vous savez le rôle que joue la Chine dans les transactions, par exemple. Vous comprenez que la Covid-19 a eu une répercussion quand même sur le plan socio-économique. Vraiment une grande répercussion qui, justement, entraîne une baisse de production. Si vous lisez un rapport récent de la Banque mondiale, on parle d'une baisse de la production autour de 70 à 80 milliards de dollars pour cette année 2020. Okay? Et comme vous le savez très bien, nous, on a une économie totalement tournée vers l'exportation de matières premières. Lorsque vous avez un pays comme la Chine qui achète beaucoup de matières premières, qui ne peut plus, cette fois-là, le faire, vous comprenez tout de suite que nous allons avoir une baisse de production. L'apport de ces ventes au niveau du budget pays va diminuer avec la cascade que vous pouvez imaginer. Notamment, par exemple, qu'on ne pourra pas correctement soutenir certains frais de fonctionnement des institutions, qu'on ne pourra pas payer correctement les salaires, ainsi de suite. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que lorsque nous disons qu'il faut déconfiner, lorsque nous disons qu'il faut lever certaines mesures, l'équilibre, c'est que la population, les instances, tout le monde doit travailler pour justement préserver les vies. Il ne faudra pas que la levée de l'état d'urgence puisse aller dans l'autre sens. Ça veut dire dans le sens de diminuer, n'est-ce pas, l'accès aux soins, dans le sens, par exemple, de constater qu'il y a encore plus de morts et plus de malades. Et c'est comme ça que vous avez vu même dans le message du chef de l'État, et ça c'est un conseil que je pourrais aussi donner, je soutiens cela, c'est que la prévention va être le socle. Okay? La prévention va être le socle. Déjà, remarquez madame, lorsque nous étions en situation d'état d'urgence, on n'était pas très content de la manière dont les mesures de prévention étaient respectées. Okay? La question et cela, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais il faut quand même avouer qu'il y a des pays qui ont fait des efforts. Mais nous déjà, je me rappelle lorsqu'on avait confiné Gombe, même à Kinshasa, tout le monde me voyait pour dire, mais si on voit le niveau de port de masque, si on voit le niveau de lavage de mains, on a des défis énormes. Maintenant qu'on lève ces mesures, vous avez vu d'ailleurs comment cette mesure a été accueillie, c'était vraiment dans une violation flagrante des mesures barrières. On a vu comment est-ce que les boîtes de nuit, les discothèques ont carrément cru que la levée de l'état d'urgence, c'était la fin de la pandémie. Or, ce n'était pas le cas. Et puis, donc, docteur, avant de continuer, vous avez constaté Jordi qui lui-même a été sur le terrain dans un de nos reportages ici, a constaté, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a même les gens qui continuent jusqu'aujourd'hui à ne pas croire à cette maladie, à cette pandémie. Qu'est-ce que justifie cela, docteur? Je termine déjà par là en vous disant, ça veut dire qu'en fait, il y a des préalables sur lesquels on doit travailler. Je termine ce que j'étais en train de dire. En d'autres termes, il faut assurer que lorsque les instances qui vont recevoir le public vont devoir ouvrir, l'État, n'est-ce pas, doit veiller à ce que les préalables soient assurés. Et les préalables, nous les connaissons, c'est vraiment les mesures barrières, assurer que les gens vont porter les masques, assurer qu'il y a de l'eau pour se laver les mains, assurer qu'on va observer la distanciation physique, ainsi de suite. Ces préalables-là, c'est une question de gouvernance. Il faudra vous assurer que c'est fait. À la limite, même vérifier avant de dire vous pouvez y aller. C'est comme ça que le rôle de la police, le rôle des instances d'inspection, de contrôle vont être très capital. Okay? Donc nous allons beaucoup attendre de ces instances-là une régulation, une amélioration de la gouvernance en rapport avec l'application des mesures justement qui ont été données. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, madame, je crois l'avoir déjà mentionné quelque part, lorsque les gens disent que la maladie n'existe pas, moi en tant que médecin de santé publique, je me pose la question de savoir pourquoi. Je crois que il y a eu des raisons, et quand j'analyse un peu ce qui se passe, il existe toujours ce qu'on appelle en santé les perceptions des maladies. Ce n'est pas seulement avec la Covid. On a eu plusieurs maladies dans ce pays. Vous arrivez comme ça dans un village, les gens vous disent, nous, on ne croit pas à ça. Ou alors les gens vous disent, nous croyons à ça, mais c'est la sorcellerie. Okay? Le travail qu'on a commencé à faire, c'est d'abord, de comprendre pourquoi les gens résistent. Les gens résistent parce que, notamment, on leur présente autrement la maladie. Et je le disais d'ailleurs dans une émission. Vous voyez, quand on présente la Covid-19 en Europe, on vous montre des gens en réanimation, on vous montre des gens en soins intensifs. Ce qui n'est pas le cas en RDC. Je vous avais dit qu'en RDC, on n'avait pas la même situation, le même profil. Là, vous avez plus une population
constitué d'une plus grande partie des gens qui sont déjà Vieux. très vieux. Et donc, du coup, la maladie, quand elle frappe là-bas, vous avez des gens très vite en soins intensifs, en réanimation. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays où vous avez une pyramide sanitaire dominée par des personnes qui sont en bonne santé. Ce sont des gens, des jeunes, des adolescents. La plupart, ils ont encore une immunité forte. Donc, du coup, on a beaucoup de cas symptomatiques, peu asymptomatiques ici. Donc, en montrant ça, en fait, le message qu'on lance aux gens, c'est qu'on ne voit pas, nous, la maladie ici. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on avait fait 2 faux départs. Le premier faux départ qu'on avait fait au début, c'était premièrement de laisser certaines personnes, certains leaders d'opinion, j'ai vu des députés, des ministres passer à la télévision, dire clairement que cette maladie n'existe pas. Vous voyez, ça c'était un très faux départ. Il a fallu justement que ces personnes puissent passer, démentir ça. Ouais. Parce que lorsque vous êtes un leader d'opinion, vous êtes un député, vous êtes un ministre, vous êtes un chef de parti politique, vous passez à la radio, vous dites comme ça aux gens que cette maladie n'existe pas, vous ne vous imaginez pas ce qui vous suivent, le comportement qu'ils vont adopter. Et aujourd'hui, on ne sait plus corriger. Exactement. Et ça devient cette difficile erreur-là. parce que non seulement que ces gens n'ont pas été, excusez-moi, punis, mais aussi il fallait leur demander de passer et dire que ce que vous dites là n'est pas vrai. Comprenez, ça c'est le premier faux départ. Le deuxième faux départ, c'était justement d'oublier que en fait, nous sommes dans un pays où 90% des gens n'ont pas accès aux médias. Si vous posez la question à Massina, à Tchangou, combien de gens ont une radio pour suivre les émissions? Combien de gens ont une télévision pour suivre Duke TV? Et combien ont même l'électricité pour avoir le temps de regarder la télévision? Vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc la majorité des personnes dans une ville comme Kinshasa et même ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas accès aux médias. C'est des gens qui n'ont même pas de téléphone Android pour pouvoir suivre ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et donc la résistance est dans ces populations-là très peu informées. Alors que si vous regardez bien au début, la communication sur la Covid-19 dans notre pays, c'est beaucoup concentré sur les réseaux sociaux. Exact. Facebook, WhatsApp, télévision, radio, sans oublier que la majorité de la population ne sont pas sur ces réseaux sociaux. La majorité, c'est des gens qui n'ont rien, qui n'ont même pas une radio, qui n'ont même pas un téléphone Android pour télécharger WhatsApp et qui n'ont même pas du crédit. Et donc, il fallait tout de suite commencer à développer une approche de communication communautaire. Vraiment aller dans les rues, aller dans les ménages, rencontrer ces personnes, comprendre leurs perceptions et leur donner la vraie information. Il faut comprendre. Et donc ça, c'est très important et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour essayer un peu de rattraper, si vous voulez bien, cet engagement de la population sans lequel, j'insiste, sans lequel nous ne pouvons pas espérer de bons résultats. Mais docteur Jordi et moi, vous peut-être, nous conviendrons que la Covid-19 se comporte un peu différemment en Afrique, ça, il faut le reconnaître, parce que quand nous voyons le comportement de la population ici, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu au marché des Gambela, à Tchangou, où les mesures ne sont même pas respectées, et ces gens-là sont à bonne santé. Il faut reconnaître quand même 9000 cas, c'est pas. Il y a quand même une différence. Exact. Et qu'est-ce qui c'est dit à quoi? Est-ce que la Covid se comporte différemment avec le Congolais? Nous sommes gracieux ou voilà. Qu'est-ce qui se passe? 3 points là-dessus, madame. Le premier point, il ne faut pas dire que les gens sont en bonne santé. Il faut dire qu'ils sont en bonne santé apparente. OK? Parce que vous pouvez avoir le virus du sida, mais quand on vous voit, vous ne manifestez aucun signe. C'est la même chose aussi avec la Covid. Dans les années 80, j'ai toujours dit ça, lorsque le sida est apparu, les gens niaient que le sida existait. Parce que, pour eux, le sida, c'est quelqu'un qui a maigri. Alors qu'il existait des porteurs du virus qui pouvaient même contaminer. C'est la même chose aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont le virus, mais qui n'ont presque pas de symptômes. Je pense que nous tous, il nous arrive de faire la grippe, le rhume. Est-ce qu'on va s'hospitaliser? Non, moi, je fais une grippe, je prends du thé chaud, et puis après, je guéris. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Donc, si vous voyez des populations apparemment bien, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contaminés. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, en RDC, je vous informe que la forme la plus dominante, c'est la forme asymptomatique, ou peu symptomatique, donc qui montre très peu de signes. Mais les gens contaminent. Mais c'est quand ça touche un vieillard, c'est quand ça touche un diabétique, un hypertendu, que lui développe la forme grave qui l'amène parfois à la mort ou qui l'amène aux soins intensifs. Ça, c'est la première information. Là, et donc, du coup, nous ne savons pas, tant que nous n'avons pas fait des dépistages de masse dans ces communes-là, il est très précoce, très prématuré de dire que les gens n'ont pas la maladie. OK? Deuxième information qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la réalité, c'est que la structure de notre démographie donne un autre comportement de la maladie. Et je vous ai dit, quand vous regardez la pyramide d'âge en Europe, la grande majorité de la population en Europe, parce qu'ils ont un
un taux de natalité très faible et ils vivent pendant longtemps. Donc vous avez plus de vieillards qui constituent la grande partie de la population. Donc si le virus passe dans une telle population, vous avez des gens fragiles qui justement montrent des états, des situations graves de la Covid-19. Ce qui n'est pas le cas avec nos pays africains en général, où vous avez une natalité très grande et vous avez une espérance de vie qui ne dépasse pas les 60 ans. Et du coup, vous avez justement là des personnes qui développent des formes de la maladie simple, mais qui sont malades. Donc ça, c'est le deuxième élément qu'il ne faut pas oublier. Et le troisième élément, je pense aussi que nous n'avons pas, nous, ici en RDC, des capacités de dépistage de masse pour dire que les gens n'ont pas. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, s'ils sont arrivés à se dire qu'ils avaient 3 millions de malades, c'est parce qu'on a organisé des dépistages de masse. Mais où en sommes-nous avec ce centre-là de dépistage exact. Vous avez de vu masse. qu'on a fait quand même des efforts. On a lancé un projet au niveau du stade de Martyr. On a fait qui des n'est pas prélèvements, accessible à tout le qui monde. n'est pas accessible à tout le monde, mais c'est encore peu. On a essayé de décentraliser dans les provinces, mais il faut l'avouer que les défis de dépistage, c'est un défi énorme. Et ça demande des moyens, ça demande beaucoup de tests. Et comme vous le savez, l'équipe de riposte n'a pas reçu tous les moyens possibles pour couvrir 80 millions d'habitants. On est en train d'y aller progressivement en privilégiant notamment les suspects et autres. Mais la bonne chose, l'idée, ce serait demain d'avoir des tests rapides, fiables, pour pouvoir dépister tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a pas ou qu'il y a la maladie. Même dans les provinces là où nous n'avons pas de cas aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'on n'a pas de cas. Peut-être qu'il y en a, mais les cas ne sont pas encore détectés. Okay. Que je me fais comprendre. Donc, si on n'a pas encore de cas à Ndombe, si on n'a pas encore de cas, je ne sais pas moi, pour une province, Lomami, si on n'a pas de cas, où est-ce qu'on n'a pas de cas, Sankourou, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il faut dire juste qu'on ne sait pas s'il y en a ou pas. Parce que notre niveau de détection n'est pas encore optimal. Okay. Jordi Kingawe, et tes préoccupations? Alors, docteur, vous avez parlé de 2 faux départs déjà. Moi, je me demande si on ne va pas à un 3e faux départ. Dans quel sens? Dans le sens où on lève l'état d'urgence aujourd'hui, mais il n'y a pas des mesures d'accompagnement sanitaire justement pour encadrer cet état d'urgence. Vous l'avez dit, juste après, on a remarqué des flagrances dans les taxis aujourd'hui. On a vu dans les bois de nuit, les gens ont chanté. La distanciation n'est pas respectée, les masques ne sont presque pas utilisés. Va-t-on pas à un 3e faux départ? Possible, et c'est le risque. Et je pense que c'est pour moi l'occasion de dire aux Congolais et aux Congolaises que si nous ne faisons pas attention, cette mesure peut se retourner contre nous. Okay. Les mesures sont connues. Le chef de l'État était très clair dans son message. Il nous appartient à nous, population d'abord, d'observer les mesures. 2, il appartient justement aux médias, à tout le monde, d'intensifier cette sensibilisation. Mais aussi, il appartient aux services de régulation de pouvoir sanctionner les gens qui ne vont pas respecter. Pour moi, une boîte de nuit, une discothèque où on va trouver que les mesures ne sont pas respectées, il faut fermer. Il faut vraiment fermer. Parce que si nous ne comprenons pas ça au début, la situation risque d'être plus grave qu'avant. Et vous avez vu ce qui se passe dans d'autres pays. Les gens ont cru que c'était la joie, c'était la fin, mais après on a reconfiné. Antananarivo aujourd'hui au Madagascar a été reconfiné rapidement et la situation n'est pas très bonne. Ça peut nous arriver. C'est là l'importance de telles émissions, Madame Félix. C'est vraiment lancer un message pour dire il nous appartient de prendre des attitudes responsables et d'observer des attitudes favorables à la santé. Sinon, nous allons être confinés. Ça, c'est la première des choses, vous l'avez très bien mentionné. La deuxième des choses, il faudra aussi qu'on insiste sur cette application-là. Parce que lorsque les gens se promènent sans masque et qu'on ne leur dise pas de mettre le masque, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une scène très horrible. Une femme était en train de se disputer avec un policier. Quand j'ai posé la question à la femme, c'était au niveau d'une barrière, la femme me dit, mais ce policier est en train de me demander à moi de mettre le masque, alors que lui-même n'a pas de masque. Vous comprenez? Et parfois, nous prêchons par des mauvais exemples. Moi, quand je suis vos télévisions, nos télévisions, il faut dire ça, vous voyez parfois, y compris à un certain niveau de responsabilité dans ce pays, quelqu'un n'a pas de masque. Vous comprenez? En milieu public. Quel est le message que nous donnons? Un mauvais message. Donc, on peut ne pas mettre. D'accord? Et donc, du coup, pour moi, il faut qu'on continue cette rigueur. Si on n'a pas cette rigueur, malheureusement, en tant que médecin de santé publique, moi je ne peux pas vous cacher, nous allons revenir à la case de départ. Nous faisons déjà beaucoup d'efforts, nous sommes sur une bonne voie, maintenons ça et faisons en sorte que le contrôle, l'inspection, soit de rigueur à tous les niveaux pour éviter de retomber dans ce faux départ et que ce ne soit pas un 3e faux départ. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique.
Mais nous reconnaissons tous ici quand même que des mesures qu'on a prises en amont n'ont pas été respectées. Est-ce qu'il y aurait-il pas moyen aujourd'hui de mettre d'autres mesures barrières qui pourraient empêcher la contamination? Vu que les premières mesures n'ont pas marché, ça ne marche pas. Les mesures barrières, Madame Félix, sont universelles. Okay? Mais ça ne marche pas, malheureusement. Non, c'est connu, il n'y a pas moyen de faire autrement. Quand on vous dit que le virus du sida se transmet par voie sexuelle, mettez le condom, on ne va pas dire, bon, en RDC, on va vous faire un condom adapté. Ça n'a jamais été comme ça en santé, malheureusement. En santé, ce n'est pas comme dans les coalitions politiques. En santé, c'est différent. En santé, on vous dit, prenez la quinine contre la malaria. Prenez la quinine contre la malaria. Vous n'allez pas dire, est-ce qu'il y a moyen pour ceux qui ne veulent pas la quinine? Non. On vous fait une prescription. Trouver d'autres formes moi, je pense qu'on doit amener la population à les respecter. D'accord? Il faut rendre disponibles les masques. Il faut veiller à ce que les gens mettent les masques. Vous avez vu, même en Chine, ça a été dur pour la population d'accepter, mais on a utilisé parfois la force pour dire aux gens, vous devez. Parce que si vous ne vous protégez pas, vous constituez un danger public. C'est très important, ça. Donc, se laver les mains, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aux gens? Non, écoutez, il y a moyen de ne pas, parce qu'on sait que Kinshasa, non, vous devez vous laver les mains. Il appartient justement à d'autres secteurs de rendre disponible le point de lavage de mains. Il leur appartient justement d'avoir des solutions hydroalcooliques subventionnées pour que les gens ne puissent pas avoir une inaccessibilité à cela. Mais ça c'est important. Okay? La distanciation physique, il faut l'observer. Nous n'allons pas essayer d'adapter une forme qui ne soit pas efficace et pour que demain les gens disent mais oui, mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que les gens avaient fait. Le problème qu'on a, et ça j'insiste, c'est une question de discipline et de gouvernance. Il faut que l'État, il faut que les services de l'État jouent le rôle dans l'application de ces mesures. On n'a pas de choix, vous comprenez? On n'a pas de choix. Mais encore une fois de plus, il faut éduquer la population, sensibiliser, comprendre pourquoi les gens ne veulent pas. Okay? Probablement qu'il y a une histoire derrière ça, mais on est obligé de passer par là. Et si on ne le fait pas, malheureusement, et je le dis encore une fois de plus, si nous n'allons pas respecter les mesures de prévention, vous allez voir que nous allons augmenter la contamination et la décision qui va venir, ce sera comme celle dans d'autres pays. Ouais. On va encore confiner, les gens vont dire, ah voilà, vous détruisez le tissu économique. Ce qui est sûr, nous ne serons pas prêts à reconfiner, ce qui est sûr, mais nous sommes sur Éduc TV qui est une chaîne thématique de l'éducation. Bientôt la reprise de cours, docteur. Et qu'est-ce que vous pourrez conseiller? Parce que nous le savons, vous nous avez sensibilisé sur ça, que les enfants sont porteurs de virus. Aussi, comme tout le monde. Comme tout le monde, mais ils peuvent peut-être pas présenter des symptômes, mais ils peuvent facilement contaminer les autres. Aujourd'hui, les écoles vont réouvrir. Y compris les enseignants. Voilà, y compris les enseignants. Qui peuvent contaminer les élèves, vice-versa. Voilà, vice-versa. Quelles sont les dispositions qu'on peut prendre aujourd'hui avec la reprise des écoles, des dispositions pratiques qui pourraient quand même diminuer le risque. Exact. Et qu'est-ce que vous y pensez déjà pour commencer avant de... Voilà. Ok. Donc, j'espère qu'il y a un dialogue franc, soudé, serré entre le ministère de l'EPSP et de la Santé. J'espère. Et ça, c'est important. Moi, personnellement, le conseil que je donne va aller dans le sens... Premièrement, de mettre des mesures de prévention au niveau des écoles. Et je ne voudrais pas qu'on fasse comme d'habitude. On ouvre les écoles, rien n'est préparé, et quand on a des infections parmi les élèves, maintenant on commence à dire qu'est-ce qu'on va faire. Pour moi, ça va devenir le préalable, le primum movens. Ça veut dire quoi? Madame, messieurs, vous avez votre école, voilà ce que nous voulons voir au niveau de l'école. Point de lavage de mains, de stock des masques, prise de température, ainsi de suite. On vient voir et on vous donne maintenant le go d'accueillir les élèves. Ça doit venir avant. C'est pourquoi on parle des mesures préalables. Y compris lorsqu'on a... Les écoles doivent avoir en quelque sorte un permis de rouvrir. De rouvrir sur évaluation, pré-évaluation, avant même que les élèves ne mettent leurs pieds dedans. C'est ce que j'avais conseillé aussi lorsqu'on avait déconfiné Gombe. On avait sorti les mesures préalables que chaque entité devrait respecter. Okay? Il y avait le port du masque obligatoire, point de lavage de main à l'entrée de l'entreprise, distanciation, tout ça, vous vous rappelez, désinfection même de ces entités. Et lorsqu'on parle des mesures préalables, Madame Félix, ça veut dire que vous devez faire ça avant. Les mesures préalables, on ne les fait pas après. Ça veut dire qu'avant que je n'ouvre mon école, c'est supposé que ces mesures sont déjà faites. D'accord? Ça, c'est mon premier message. Et c'est très important. Ça veut dire que ces mesures qu'on a dû demander à d'autres,
notamment les entreprises, donc s'assurer qu'il y a les masques en quantité, s'assurer qu'il y a de l'eau pour se laver les mains avec du savon ou les solutions hydroalcooliques, s'assurer que l'école va observer la distanciation physique, mais aussi désinfecter les écoles. Ça va être important qu'avant que les enfants ne viennent, que l'école soit désinfectée. Ça, on doit évaluer école par école et dire, si l'école doit reprendre lundi, on doit être capable de dire, voilà les écoles qui ont accompli les protocoles, qui ont atteint les objectifs et qui ont respecté les mesures. Ces écoles peuvent ouvrir. D'autres, on va leur demander d'améliorer 1, 2, 3, 4 éléments. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, les élèves arrivent. Le mieux serait éventuellement de tester les élèves, de faire un dépistage des masses au niveau des écoles pour s'assurer que quand les élèves vont entrer à l'école, qu'il n'y ait pas des élèves infectés. De la riposte, je vais y arriver. Oui. Donc ça, c'est très bien. C'est très important de dépister, de dire, ah ok, dans la classe, il y a autant d'élèves malades, ces élèves doivent être d'abord soignés avant de pouvoir rejoindre les groupes. Vous comprenez? Très important de le faire. Et troisièmement, c'est maintenant assurer que pendant que les élèves sont en train d'étudier, on vérifie que les mesures sont suivies. Parce que vous pouvez au départ mettre le point de lavage de main, mais personne ne tire attention. Vous pouvez demander les masques, mais les élèves arrivent, jettent les masques, surtout que ce sont des enfants. Vous comprenez? Donc il faudra des services spécialisés, une brigade sanitaire si vous voulez bien, qui passe dans les écoles et qui vérifie qu'on maintient le respect des mesures barrières. Pour moi, ça, c'est très important. Mais après, il faut qu'il y ait un système au niveau de l'école qui détecte rapidement les enfants qui font la fièvre, ou les enfants qui font la toux, ou les enfants qui éternuent de manière assez adverse, pour que tout de suite, un enfant comme ça, on le détecte et on assure la prise en charge. Donc, il faut que ce dispositif marche au niveau des écoles. Alors, la question que vous avez posée, c'est de s'assurer que si cela doit se faire, pour moi, en tant qu'expert en santé publique, c'est ce que je propose. Et je pense que c'est ce qu'il faudra faire. Mais maintenant, il appartient aux deux ministères de s'asseoir et de regarder ces mesures et éventuellement de voir quels sont les moyens qu'on a aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? Et on peut aller en palier. On peut aller en palier. C'est possible. Ça ne sert à rien de dire on ouvre les écoles, on ouvre les universités et créer des carrefours d'infection. C'est très dangereux parce que ce qui va suivre comme conséquence, ça va être très, très, très dramatique. Donc, pour moi, j'en appelle vraiment à cette préévaluation de l'application des mesures de prévention dans les institutions publiques qui vont accueillir des gens. Deuxièmement, d'assurer qu'il existe un dispositif efficace, ok, qui passe, qui est mis en place et qui vérifie qu'on respecte ces mesures-là. Et fermer, éventuellement, des institutions qui ne vont pas être en ordre en rapport avec l'application de ces mesures de prévention. Merci, docteur, d'avoir été notre invité. Pour aujourd'hui, je pense que le message est passé. La population a bien perçu le message. Le virus circule encore. La pandémie de coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, protégeons-nous, respectons les mesures barrières. Si vous nous aimez, si vous aimez, si vous aimez votre pays, respectons les mesures barrières. C'était pour nous un plaisir de vous partager avec le docteur Michel Mouvoudi et Jordi Kingwa ces temps précieux de sensibilisation, parce que c'est notre responsabilité de vous sensibiliser, et prenez ces messages à cœur. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Merci. Tout de suite, Magazine.